Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous voyez bien. Bienvenue sur ce webinaire consacré à l'urbanisme favorable à la santé. Je vous remercie d'être si nombreux de l'autre côté de l'écran. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît Guay, je suis directeur de l'agence d'urbanisme Épure. Je suis en charge de vous faire une magnifique introduction et je laisserai ensuite Claire-Marie Rochouz et Maud Marsoche nous faire un petit point sur ce sujet. Donc, juste en introduction, l'agence d'urbanisme a pour habitude, maintenant depuis le Covid, d'organiser des webinaires sur des sujets marquant notre actualité agence d'urbanisme, aussi l'actualité des politiques publiques et politiques urbaines plus spécifiquement. L'enjeu, c'est un souhait de la part des élus de nos administrateurs, pardon, c'est vraiment de positionner un petit peu l'agence comme une scène de réflexion, d'échange, de partage, une sorte de scène de l'aménagement au service de nos partenaires. Donc c'est dans cette optique-là, notamment, que ce webinaire est organisé. Donc le sujet, je l'ai dit, tourne autour de l'urbanisme favorable à la santé. Vous le savez, c'est un sujet que vous connaissez, mais juste en termes d'introduction et pour rappel, et c'est pour ça qu'on parle d'urbanisme favorable à la santé, on considère que 70% des questions de santé, du bien-être en termes sanitaires des habitants et des usagers sont liées à la fois à des facteurs environnementaux, l'état du milieu, la nuisance sonore, olfactive, les pollutions, etc. Donc ça, c'est plutôt hauteur 25%, et 45% liés à des facteurs socio-économiques, donc l'accès aux soins, à la culture, aux loisirs, etc. Donc ce qui peut paraître, quand on est novice comme moi à la base, assez contre-intuitif par rapport à des questions de système de soins qui représentent 15% de tout ça, mais tout ça, vous le savez. Ce sujet, alors pour l'agence d'urbanisme, est assez important puisqu'il entre en résonance avec le projet d'agence d'Épure qui a été présenté lors de notre assemblée générale fin mai, qui décline notamment à travers 3 transitions. Et vous allez voir, vous trouverez ces 3 transitions un petit peu au cœur des problématiques de l'urbanisme favorable à la santé. Je les décline très rapidement. La transition environnementale, avec toutes les choses que vous voyez derrière, le réchauffement climatique, les crises énergétiques, etc. Donc, ils sont aussi donc, au cœur des questions d'urbanisme favorable à la santé. La transition des modes de vie, que l'agence d'urbanisme sont en capacité de saisir les modes de vie presque à l'instant T, donc avec des questions de qualitatif, de sensible, etc. Et là, effectivement, sur la question des modes de vie, c'est de pouvoir accompagner nos partenaires dans l'élaboration de politiques publiques qui intègrent ces modes de vie. Donc, on retrouve bien la qualité de vie, le cadre de vie des usagers notamment à prendre en compte, et la transition des décisions collectives, avec notamment, mais pas que, la question de la participation des habitants aux politiques publiques, et donc au sujet qui nous concerne aujourd'hui, de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est central en termes de politique urbaine et donc central au sein de l'agence d'urbanisme. Quand on parle de politique urbaine, on va parler de planification, de projets urbains qui offrent des leviers, puisqu'on a 70%, on l'a dit tout à l'heure, de facteurs environnementaux et socio-économiques, et c'est à ce niveau-là que les politiques urbaines peuvent agir. Et l'idée aujourd'hui, et c'est là que je laisserai la parole à mes 2 collègues, c'est de voir dans quelle mesure vous, en tant que collectivité, PCI, État et autres acteurs, on peut essayer d'alimenter votre réflexion et alimenter les politiques publiques que vous conduisez. Voilà, un petit mot introductif rapide. Je vais laisser Claire-Marie me poursuivre d'ailleurs, parce que la transition est magnifique, sur le schéma qu'on va vous présenter. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'être présents pour cet échange. Bonjour à tous. Alors, un petit mot pour compléter l'introduction de Benoît sur ces questions d'urbanisme favorable à la santé. Si on s'intéresse aux interfaces entre santé et urbanisme, ce qu'on peut voir à travers ce schéma, c'est que la santé des habitants est vraiment au cœur de toutes les échelles et toutes les typologies de politique publique. Tout d'abord, au niveau d'un projet urbain, donc c'est le début de cette galaxie orange que vous pouvez voir sur votre écran. À l'échelle d'un projet urbain, il est possible de mener une déclinaison opérationnelle des enjeux de santé donc à ce niveau-là, et on vous montrera tout à l'heure une illustration de ce que Épure a mené comme approche. Ensuite, au niveau de la planification, donc que ce soit pour un PLU, pour un PLUI ou pour un SCOT,
il est possible de mener une approche spécifique sur la santé, de l'étape du diagnostic jusqu'à l'étape de la déclinaison réglementaire. Ensuite, il est aussi possible de s'intéresser et d'avoir une approche santé, donc de manière transversale, dans les politiques sectorielles. Donc les politiques de l'habitat, par exemple à travers les PLH, les politiques de déplacement, par exemple à travers les plans de déplacement et de mobilité, les politiques aussi d'accompagnement social qui sont menées par les CCAS ou les CIAS aux échelles intercommunales ou encore par les départements, également les politiques de gérontologie, les politiques des sports, etc. Enfin, les politiques nationales, les politiques publiques nationales ou régionales, comme par exemple le plan régional de santé-environnement, sont aussi des lieux où la santé est prise en compte, et en particulier la santé environnementale, donc liée à l'environnement dans lequel les personnes vivent. Et l'agence d'urbanisme, en fait, à toutes ces échelles de politique publique, mène des démarches d'urbanisme favorable à la santé avec ses partenaires et auprès de ses partenaires. Alors, pour mener des démarches d'urbanisme favorable à la santé dans ces politiques publiques, il est important d'avoir des outils d'observation, donc l'observation à la fois de l'état de santé de la population, mais aussi l'observation des déterminants de la santé. Et donc, qu'est-ce qui influence ici ou là la santé des habitants et des travailleurs et des usagers d'un territoire. Et il est aussi très important d'avoir de la ressource en termes de sensibilisation, de formation et d'avoir des temps de partage associés à des visites sur le terrain, par exemple. Et donc, c'est ces approches et ces outils aussi que l'agence d'urbanisme met au service de ses partenaires. Je passe la parole à Maude pour les retours d'expérience de santé dans les politiques urbaines. Merci. Donc aujourd'hui, comme vous avez expliqué Claire-Marie, l'agence d'urbanisme s'est engagée sur différents champs sur les questions de santé et d'urbanisme, que ce soit dans le terme de l'observation, dans l'accompagnement des territoires. Donc aujourd'hui, on n'avait pas vocation à vous présenter l'ensemble des travaux qu'a pu mener l'agence d'urbanisme sur ces questions-là, mais on souhaitait zoomer sur quelques éléments un peu phares et puis récents qu'on a menés. Donc, je vais notamment vous évoquer un travail que nous menons sur la métropole de Saint-Étienne dans le cadre du programme partenarial d'aménagement GIE-Ondaine Saint-Étienne, plus communément appelé le PPA GOZ. Donc, c'est une politique, une démarche qui a été engagée par la métropole de Saint-Étienne, accompagnée par l'État, dans un but de renouveler des fonds de vallée, des vallées industrielles qui aujourd'hui sont marquées par un certain nombre de déprises urbaines, de la paupérisation, des difficultés notamment de santé, et ce sont des espaces sur lesquels il y a une vraie confrontation entre différents éléments. Donc un bassin industriel sur lequel, qui marque le territoire par de nombreuses activités économiques, la proximité de grands réseaux de voirie qui à la fois peuvent être source de pollution, de nuisances, mais qui aussi forment des ruptures au niveau du système urbain. Et donc face à ça, Saint-Étienne Métropole et l'État ont souhaité mener une action forte sur ce territoire pour permettre de renouveler le tissu urbain, renouveler l'attractivité de ce territoire, et tout cela vraiment au service des habitants. Donc l'agence d'urbanisme a été interpellée sur ce dossier pour travailler notamment sur les éléments de diagnostic, mais aussi avoir une préoccupation un peu plus fine sur qu'est-ce que c'est que vivre à proximité de ces grandes infrastructures. Donc là, je vous ai mis une illustration, vous pouvez voir sur la diapositive, de la construction de la RN 88, le passage à la 2x2 voies de la RN 88 dans la vallée de Mondaine, où on voit à l'époque de sa construction une vraie confrontation entre un tissu urbain ancien et la construction de cette voirie. Donc les logements qu'on voit sur la photo sont toujours existants, donc surplombent aujourd'hui cette grande voirie. Donc c'est vraiment une préoccupation forte de notre territoire stéphanois. Alors, on peut dire un petit peu au niveau de ces abords de voirie, c'est que c'est à la fois des espaces où il y a un certain nombre de menaces. Il y a la question de la santé avec la proximité de la pollution atmosphérique, les problématiques de bruit, mais aussi un effet un petit peu cumulatif, parce que c'est des espaces qui sont plutôt dépréciés, donc on retrouve plutôt des populations plutôt pauvres. On a aussi un tissu urbain qui aujourd'hui est plutôt dégradé. Et puis, à côté de ça, c'est aussi un vrai espace d'opportunité, parce que c'est
des espaces de centralité. Donc, on retrouve des fonctions urbaines avec des réseaux de transport en commun très forts, la présence du train, la présence des bus de la métropole. C'est aussi des secteurs avec une forte urbanité, notamment il y a la présence de centres-villes sur lesquels il y a un certain nombre de fonctions urbaines, de commerce, d'équipements, etc., qui sont de grande valeur. C'est aussi des espaces paysagers importants, c'est l'entrée de la métropole de Saint-Étienne, donc c'est des espaces qui sont très visibles et qui marquent fortement le paysage. Donc c'est vraiment des espaces où on peut dire qu'il y a une sorte de cumul d'enjeux à la fois positifs et négatifs et qui mènent à la fois des espaces, c'est des espaces à la fois qui sont soumis à un certain nombre de menaces, mais qui sont aussi très forts d'opportunités. Je vous ai mis quelques éléments aussi sur la diapositive, sur ce qu'on peut dire un peu, premiers éléments un peu sur les questions de santé sur ces espaces-là. C'est qu'aujourd'hui, sur Saint-Étienne Métropole, les enjeux de santé liés à la qualité de l'air sont quand même relativement marqués. On note aujourd'hui un peu moins de 300 décès par an sur 4000 décès au général. Donc, c'est quand même une présence des problématiques de qualité de l'air importantes sur notre territoire. Et puis, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les espaces sur les abords de voiries sont aussi marqués par une inégalité écologique, c'est-à-dire que sur les espaces à proximité des voiries, on a plutôt des ménages qui sont plus pauvres que sur le reste des territoires. Au niveau des pistes de solutions qu'on peut imaginer par rapport à la réponse que les collectivités peuvent apporter sur ces questions de voirie, elles sont vraiment multiples. C'est-à-dire qu'on peut agir, si on prend la question du bruit, on peut agir sur la source d'émission de ce bruit au niveau des infrastructures. Donc ça peut être agir par exemple sur les vitesses, sur les questions de revêtement ou même sur les niveaux de flux. Ça peut être aussi d'agir sur la diffusion de ce bruit, donc avec des politiques sur des murs anti-bruit, sur la densification végétale, ou d'agir sur les espaces plutôt de réception de ce bruit, donc de voir comment les espaces urbains peuvent être organisés pour limiter les impacts. Donc quand on regarde ce type de schéma sur les réponses, on n'est pas sur une réponse unique avec un acteur unique, mais vraiment sur un ensemble, un écosystème de réponses, un écosystème d'acteurs qui puissent répondre ensemble pour répondre à ces questions de santé. Donc c'est à partir de ces éléments-là, diapo suivante, que le Saint-Étienne Métropole et l'État, au travers du PPA GOS, ont choisi de lancer une réflexion approfondie sur les questions de santé, en se disant qu'il y avait peut-être 3 éléments à approcher. Une approche peut-être plus de quartier pour réfléchir comment les quartiers peuvent muter pour avoir une meilleure approche de ces aspects de santé pour mieux protéger ses habitants. Une approche plutôt d'opération, en se disant que sur certaines grandes opérations d'envergure, il y avait peut-être des façons de faire pour que les nouveaux habitants ou les nouveaux établissements qui seront créés intègrent mieux ces enjeux. Et enfin, une approche bâtiment sur laquelle on s'est notamment interrogé sur la place un peu plus particulière des établissements recevant un public sensible sur ces secteurs-là. Donc, à chaque fois, dans ces approches-là, les choses ont été menées un peu en 4 grandes étapes. D'abord, une étape d'analyse un peu globale sur le quartier, l'opération, le bâtiment à l'échelle de son quartier. Un zoom sur la question de l'état de santé des habitants, donc avec un partenariat fait avec l'ORS. Et on a ensuite mené une analyse un peu fine sur les déterminants de santé pour voir comment ceux-ci s'exprimaient à chacune de ces échelles, pour enfin proposer un schéma d'intégration de la santé pour aider les différentes parties prenantes du projet à intégrer ces enjeux de santé. Donc voilà un petit peu la démarche telle qu'elle a été déployée. Donc aujourd'hui, je vous propose de rentrer un petit peu plus finement sur l'exemple de l'opération Duralex à Rive-de-Gier pour vous montrer un petit peu la façon dont les différents enjeux de santé ont pu être traités. Donc aujourd'hui, sur le quartier de Duralex à Rive-de-Gier, il y a une grande opération portée par Saint-Étienne Métropole sur l'ancien site de la verrerie Duralex. Donc avec une vraie réflexion sur à la fois des aspects de programmation urbaine, mais aussi un certain nombre de volontés sur les aménagements de la rivière sur les berges du Gier. Quand on regarde cet espace-là, déjà, on peut dézoomer un petit peu pour se dire que c'est vrai qu'il y a des liens forts entre les caractérisations sociales des habitants et les questions de santé.
Donc, dans les premières analyses qu'on a pu porter sur ces questions de santé sur ce quartier-là, c'était déjà de regarder un petit peu les niveaux de revenus de la population présente pour regarder un petit peu comment ça s'opère. Donc, ce qu'on observe sur la ville de Rive-du-Cher, c'est qu'on a plutôt des populations, des poches de population précaires sur le quartier du Grand Pont, sur le centre-ville et à proximité du site de Duralex, qui est situé sur ce secteur-là. Et puis, plus on s'éloigne du centre-ville en montant sur des coteaux, plus on retrouve des populations un peu plus aisées. Si on regarde maintenant l'état de santé des populations sur ce secteur-là, on remarque qu'il y a à la fois deux éléments de santé qui sont aujourd'hui plus impactantes, à la fois la proximité des grandes voiries, donc avec la présence de l'A47 sur ce secteur-là, et donc on note notamment des problématiques d'asthme qui sont relativement présentes sur les secteurs de fond de vallée. Et puis aussi un certain nombre de problématiques liées au niveau de précarité de ces secteurs, avec notamment des problématiques de diabète ou des problématiques de santé mentale qui sont plus fortement impactées sur ces quartiers-là. Donc, dans nos premières étapes de travail, c'est important aussi de resituer donc, ces questions d'état de santé de façon un peu plus générale, donc via une collaboration avec l'ORS et l'agence d'urbanisme. La seconde étape du travail a été d'aller observer plus précisément sur ces secteurs comment s'opéraient les différents déterminants de santé. Par exemple, ici, on a regardé comment s'opéraient les questions d'exposition au bruit, de nuisance au bruit. Donc là, sur le site de Duralex, donc il y a la présence de l'A47 qui est très marquante sur ce site au niveau bruit. Hein, donc c'est sur la partie nord des cartographies avec le passage violet. Et qui donc impacte une bonne partie du quartier à proximité de l'autoroute. Et on note aussi le passage de la voie ferrée qui a un impact ponctuel sur le niveau de bruit. Voilà. On a aussi complété ces approches très quantifiées de bruit par une observation plus sensible des niveaux de bruit, notamment sur l'avenue du Maréchal Juin et sur l'avenue Jean Jaurès, où on se rend compte que même si on le voit moins sur les cartes stratégiques de bruit, il y a quand même des effets de réverbération du bruit et d'accélération, freinage dans ces secteurs plus urbains qui ont un effet non négligeable sur les niveaux de bruit et de confort des espaces publics. Le travail a aussi porté un certain nombre de zooms sur tout ce qui est établissement accueillant des publics sensibles. Donc ici, il y a la présence de 3 écoles sur ce secteur-là pour voir aussi comment les différents aménagements pouvaient permettre de mieux protéger ces publics sensibles. Et c'est vrai que la question du bruit dans les écoles, ça peut être des effets forts sur les niveaux d'apprentissage et de concentration des enfants. Donc, dans cet exercice-là, le principe a été aussi de voir comment le plan masse, les premiers esquisses de plan masse sur le site de Duralex sont ou pas impactés par ces différents déterminants de santé. Donc, la problématique de l'interface entre le secteur du site Duralex et du Maréchal Juin, il y a une vraie problématique de bruit. Donc, cette interface fait partie des enjeux forts à traiter pour l'intégration dans le plan masse de l'opération. Si on regarde maintenant un autre déterminant de santé qui est la pollution de l'air, alors souvent c'est des choses qui sont assez liées, on retrouve des secteurs très impactés par le bruit et par la pollution de l'air, il y a souvent des convergences de secteurs, donc on retrouve, comme la cartographie sur le bruit, tous les secteurs à proximité de l'autoroute. Donc sur la cartographie, vous avez en bleu les zones de vigilance de la carte stratégique air, et en orange et rose, les zones de dépassement réglementaire. Donc, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont impactés par ces niveaux de vigilance air, et notamment les secteurs d'école. Donc là, au niveau des préconisations possibles, il y a toute la question de l'éloignement des secteurs et de la ventilation interne des bâtiments, mais il y a aussi toute une réflexion qui peut se porter sur la question de la ventilation des espaces publics et la diminution des trafics sur les secteurs les plus impactés. Si on regarde maintenant un autre déterminant de santé qui est la question de la chaleur urbaine,
Donc là, on utilise des images satellites de température de surface pour essayer d'avoir une idée de comment se passe la thermique sur le quartier. On voit que tout de suite, le quartier quand même est relativement soumis à des niveaux de chaleur plutôt importants, liés à une forte compacité de l'espace urbain et à la présence aussi d'entrepôts, notamment d'entrepôts commerciaux qui sont présents sur le secteur. Et si on passe à la diapo suivante sur la question du lien entre chaleur et végétalisation, donc, c'est qu'on remarque que sur un certain nombre de secteurs soumis à une forte chaleur, on est aussi sur des secteurs où il y a une relativement un faible niveau de végétation. Donc, quand on prend le secteur, donc le numéro 1 et le numéro 2, qui sont des secteurs relativement urbains, on est autour d'une dizaine, quinzaine de pourcentage de végétalisation. Donc, on est plutôt relativement sec. Sur le secteur de l'ancienne verrerie Duralex, donc quand il y avait encore le secteur, quand il y avait encore la verrerie, on était sur un secteur complètement sec et très urbanisé, donc il n'y avait pas du tout de végétation sur ce secteur-là. Et dans les premières esquisses de plan masse, il y a une végétalisation qui est proposée, donc qui permettra de rafraîchir un petit peu mieux le quartier. Quand on regarde après des secteurs plus sous les aspects collinaires, donc le secteur 4, là, on a quasiment 40% d'espaces végétalisés. Donc là, on est sur des espaces qui sont beaucoup plus rafraîchis. À titre de comparaison, on peut prendre l'exemple des aménagements de Garibaldi-sur-Lyon, où on est à peu près à 2/3 de végétation sur ce secteur-là. Et on observe une diminution des températures d'à peu près 2,1 degrés, 2,3 degrés. Donc, il faut quand même une certaine masse végétale pour commencer à diminuer en termes de degrés. Voilà, sur le lien végétation. Enfin, sur les derniers éléments de déterminants de santé qui semblaient importants d'analyser dans ces travaux-là, c'est la question de l'intensité urbaine et de la question de la notion de ville de courte distance. En partant du principe que quand on offre aux habitants la possibilité de faire un certain nombre d'accéder aux équipements à pied, aux écoles, aux commerces. Ça permet d'inciter à une meilleure, à une petite sédentarité, donc à plus marcher, et donc ça a un impact fort sur les niveaux de sédentarité et donc de santé. Donc dans les différentes analyses que nous menons sur les questions de santé, on essaye toujours d'avoir un regard aussi sur cette notion de la ville des courtes distances pour permettre cet aspect de marchabilité. Bien évidemment, il ne suffit pas d'être à proximité des commerces pour inciter à la marche à pied. Il y a aussi la qualité des espaces publics qui est importante à observer. Donc ici, on a fait des analyses pour voir la place du piéton et des modes doux dans l'espace public. Donc sur la rue Jean Jaurès, qui dessert 2 écoles, aujourd'hui, c'est principalement des espaces de route et de stationnement qui sont présents sur l'espace public. Il y a quand même un tiers d'espace qui est dédié à du trottoir et à du vélo, autour de 28%. Et sur l'espace avenue du Maréchal Juin, donc on a beaucoup plus de place qui est dédiée à la marche à pied et au vélo, qui regroupe quasiment 65% de l'espace public. Donc à partir de ces différents éléments-là, on a travaillé sur une mise en perspective des différents déterminants de santé à partir d'une cartographie qui met en exergue les points positifs et les points négatifs du quartier. Donc je vous présente peut-être tout de suite la carte de synthèse, diapo suivante, qui permet déjà, qui est une carte qui vise à synthétiser et à mieux partager ces questions d'enjeux de santé auprès des différentes parties prenantes des projets. Dans des points un petit peu centraux qui nous semblaient importants de mettre en avant, c'est d'abord la question de la préservation des bâtiments qui vont être en première ligne dans l'opération Duralex par rapport à l'avenue du Maréchal Juin, avec un vrai enjeu d'apaisement des niveaux de bruit, donc qui peut passer par différentes façons, des questions de recul, des protections phoniques, des aspects de crénelage. Donc voilà, donc il y a différentes solutions après dans la boîte à outils de l'aménageur et de l'architecte pour permettre de diminuer ces effets de bruit sur les bâtiments. Il y a après un enjeu de renforcement de la trame verte, notamment lié aux îlots de chaleur urbains et aussi aux aménités urbaines.
qui ont trait aux questions de végétalisation. Il nous semblait aussi important d'avoir un renforcement des niveaux de centralité du quartier, donc jusqu'à à peu près la moitié du quartier, la place Chipier, qui est située sur ce niveau-là, en se disant que au niveau des espaces publics, on pourrait imaginer que la partie qui est la plus proche du centre-ville de Rive-de-Gier soit vraiment une partie où on renforce ces aménités urbaines, on diminue les vitesses, on donne plus de place aux piétons et aux modes doux pour que cette partie-là du quartier soit vraiment un espace très apaisé pour les différents usagers. Du coup, la partie de la place Chipier sur lequel qui marque l'entrée de ville de Rive-de-Gier, on soit vraiment sur un espace de transition entre un espace plutôt périurbain sur lequel on retrouve des activités économiques, de l'artisanat, et le passage à un espace beaucoup plus urbain, beaucoup plus apaisé, donc marqué aussi dans le paysage cet apaisement au niveau de cet espace-là. Et enfin, la partie la plus à l'ouest, la plus à l'est du secteur, où on peut retrouver ici plutôt des fonctionnalités économiques, de commerce, d'artisanat. Donc le principe de ces travaux au niveau du programme partenarial d'aménagement, ça a été vraiment d'essayer de trouver un espace où les différentes parties prenantes du projet puissent partager sur ces questions d'enjeux de santé. Comme je vous ai précisé en début d'intervention, c'est vrai que quand on commence à pousser un peu ces thématiques de la santé, on touche bien évidemment des problématiques urbaines liées à de l'aménagement de quartier, à des projets urbains. Donc là, c'est plutôt, j'allais dire, la sphère du PPA-GOS qui prend en charge ce type de modalité. Mais tout de suite, ça interroge aussi d'autres politiques publiques. Donc notamment, ça interroge la question du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, sur notamment les réglementations liées à l'accueil d'établissements recevant un public sensible, comment les gérer, notamment dans les secteurs soumis à des problématiques de qualité de l'air. Ça interroge aussi tout ce qui est forme urbaine, qui est là plutôt dans des pièces d'OAP liées au PLUI. Et puis, ces réflexions aussi interrogent tous les travaux qui sont menés aujourd'hui en termes de transport, de mobilité. Donc actuellement, il y a le plan de mobilité qui est en train de se lancer sur la métropole de Saint-Étienne Métropole. Et donc dans ce cadre-là, toute la question de la hiérarchisation des voiries, le réseau des modes actifs sont aussi interrogés. Donc c'était un petit peu dans cette optique-là que nous avons mené ces travaux en disant mettons autour de la table l'ensemble des parties prenantes de ces différents projets autour de cet objectif et de cet enjeu commun de santé des habitants. Merci, je te redonne la parole, Claire-Marie. Merci beaucoup, Maud, pour cette présentation très complète de ce qu'on peut mener à l'échelle d'un projet urbain et comment on peut traduire ça à des échelles plus larges de projets stratégiques à l'échelle d'une agglomération ou de PLUI ou de PDM. Alors maintenant, je vais vous présenter les outils en fait, qui sont à votre disposition pour accompagner vos politiques publiques. Donc, il y aura deux types d'outils. Tout d'abord, en fait, il y a des outils pédagogiques qui ont été développés par le réseau des 4 agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le réseau Urba 4, avec bien sûr l'appui, l'aide, le pilotage de l'ARS et de l'ADREAL qui portent ce PRSE, ce projet régional de santé environnement. Voilà, c'est grâce à cette impulsion que cette palette d'outils a pu être construite. Et puis ensuite, je vais vous présenter un outil qui a été développé par l'agence d'urbanisme Épure pour visualiser à des échelles très fines les déterminants de la santé. Alors, tout d'abord, donc ces fiches pédagogiques, ces vidéos, pardon, et puis un rapport technique. Donc, ce sont un peu cette palette d'outils pédagogiques dont je vous parlais. Voilà, ils sont disponibles sur le site internet d'Épure, dans la rubrique publication et santé. Voilà, vous pouvez les trouver facilement. Là, vous avez un petit schéma pour voir comment y accéder. Je vais passer très vite sur le rapport technique, qui est un rapport voilà, très fourni, qui récapitule tout un tas d'expérimentations qu'on a menées depuis 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes sur les questions d'urbanisme favorable à la santé, donc soit des projets urbains, soit des démarches dans le cadre de documents de planification.
Il y a par contre des vidéos qu'on vous encourage vraiment à regarder qui croisent des acteurs qui ont permis d'accompagner ces expérimentations, donc des élus, des techniciens, des collectivités, mais aussi l'ARS qui prend la parole pour éclairer en quoi ces démarches peuvent être importantes. Et puis, il y a les fiches pédagogiques. Donc, c'est ces fiches-là que je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Peut-être pas. Alors, voilà, je vais vous les montrer davantage en détail. Alors, déjà, pour vous expliquer que ces fiches, elles sont au nombre de 14 et elles sont structurées ainsi. Donc, il y a la fiche introductive tout d'abord. Voilà, donc vous voyez la couverture. Cette fiche introductive, il faut l'entendre comme à la fois un plaidoyer. Pourquoi c'est très important aujourd'hui que les territoires se lancent dans des démarches d'urbanisme favorables à la santé, mais aussi comme une fiche qui éclaire des grands enjeux liés à la santé et à l'urbanisme favorable à la santé. Ensuite, il y aura les fiches méthodologiques, donc je vous présenterai après plus dans le détail. Donc là, vous avez l'exemple de la fiche projet urbain. Donc là, ces fiches méthodologiques, il y en a 7, de la fiche 2 à la fiche 8, qui éclairent différents aspects. Donc d'abord, une fiche vraiment très détaillée sur les déterminants de la santé. Ces déterminants, vous avez eu un aperçu très riche à travers les présentations de Benoît et de Maude. Quels sont-ils? Comment les prendre en compte? Mais en fait, il y en a de nombreux qui n'ont pas tous été cités dans nos travaux et qui interagissent en plus entre eux de manière complexe. Donc, il nous semblait important de resituer les choses et de bien comprendre cette question des déterminants de santé. Il y a une fiche également sur les projets de territoire. Voilà, comment intégrer la santé à un projet de territoire, quel qu'il soit, que ce soit après un projet de territoire qui va se décliner dans un PADD de SCOT ou de PLUI, que ce soit un projet de territoire qui soit le projet de, par exemple, adosser un plan de mandat, qui soit aussi un projet de territoire à une échelle plus fine, une commune, un quartier. Donc, comment on peut intégrer la santé à ce niveau-là? Comment on peut associer les différents acteurs autour de la table, les différents services aussi d'une collectivité qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Ensuite, vous avez une fiche spécifique sur le diagnostic, donc là qui évoque la question des bases de données qu'on peut mobiliser, des typologies de données, aussi des méthodes, comment mobiliser des bases de données, mais comment aussi mobiliser les personnes, comment aller enquêter sur le terrain, comment mobiliser les habitants. Comment croiser aussi les différents enjeux qui auront été établis dans l'état des lieux et comment arriver à dire quels sont les enjeux et cela à travers des ateliers collaboratifs. Vous avez ensuite une fiche sur les questions de projet urbain, donc c'est celle qui est en illustration là sur la présentation. Vous avez une fiche spécifique sur les PLU et PLUI, voilà, à quelle étape du PLU, PLUI on peut intégrer la santé, et après, au niveau de la déclinaison réglementaire, comment cela peut se traduire dans ce document. Une fiche sur les SCOT, et enfin une fiche sur les enjeux juridiques. Que dit la loi aujourd'hui sur les questions d'urbanisme favorable à la santé? Que dit le code de l'urbanisme? Et comment on peut mobiliser différents aspects du code et différents éléments réglementaires dans les documents de planification en faveur de la santé, tout en respectant la loi et tout en étant volontariste sur ces approches-là. Et puis, vous avez enfin 6 fiches qui sont des retours d'expérience, de différents types d'expériences, du projet urbain, du document de planification, des croisements de différentes approches aussi sectorielles, comme à Vienne, Condrieu, agglomération. Alors, je vais juste vous partager à travers l'écran ces fiches, si j'y arrive. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Juste pour vous ayez un petit aperçu. Donc, sur le site internet de l'Agence d'urbanisme Épure, vous les trouverez facilement, ces fiches, et également sur les sites internet des autres agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes, si vous n'êtes pas au sein du bassin stéphanois et ligérien plus généralement. Donc, vous voyez, par exemple, voilà, la première fiche, voilà, un plaidoyer, des éclairages de définition, des schémas aussi pour mieux comprendre de quoi on parle, et puis comment les collectivités peuvent-elles agir. Je vais vous montrer juste la fiche projet urbain et puis projet urbain. Et puis après, voilà, vous pourrez aller feuilleter ces fiches à tête reposée. Voilà, des schémas également pour voir un petit peu l'impact de différents types de formes urbaines sur la santé.
voilà, avec différents éclairages. Et puis des retours d'expérience avec à la fois des photos, des témoignages d'acteurs et des plans d'intégration, des schémas d'intégration des enjeux de santé dans le projet urbain et le quartier tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu. À chaque fin de fiche, vous avez un onglet, un petit tableau qui vous permet de voir où est votre fiche et comment vous pouvez aller aussi accéder à d'autres fiches. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous présenter maintenant le deuxième outil. Excusez-moi pour le petit délai. Le deuxième outil, c'est un outil développé par l'Agence d'urbanisme qui s'appelle un outil de visualisation des déterminants de la santé dans le territoire du Sud-Loire. Alors, pourquoi faire finalement cet outil? Eh ben, c'est pour caractériser rapidement les enjeux de santé sur des secteurs géographiques très fins. Vous voyez une première illustration là sur la diapositive. Donc des enjeux de santé, bien sûr, liés aux conditions de vie des habitants. Et puis, c'est aussi pour cibler, pour prioriser les interventions. Donc, quels sont les secteurs prioritaires pour l'intervention, mais aussi quel type d'intervention on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la santé des habitants. Alors, je vais tout de suite vous proposer de rentrer dans l'outil. Donc, cet outil, excusez-moi, de nouveau, on est dans les partages d'écran. Cet outil, il est en fait disponible sur le site internet d'Épure. Donc, vous allez sur le site internet, vous allez dans Ressources, vous allez dans e-santé urbain, tout simplement. Et là, quand vous allez sur la page de l'outil, une petite fenêtre pop-up va s'ouvrir qui va vous indiquer l'objectif de cet outil, le territoire sur lequel il est développé aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le Sud-Loire, et les zones qu'il renseigne, donc qui sont les parcelles de l'espace bâti de ce territoire du Sud-Loire. Donc une fois que vous avez cette fenêtre, vous pouvez la lire bien sûr, et puis la fermer. Elle vous donne aussi la fenêtre pop-up, comment utiliser l'outil, voilà, d'un point de vue technique. Alors très rapidement, en haut à gauche de cet outil, vous allez avoir la liste des déterminants de santé qu'on a intégrés à cet outil, et également certains indices croisés de ces déterminants de la santé, j'y reviendrai. Vous avez en bas à gauche une légende. Donc cela, le premier indice qui est ouvert, c'est la qualité de l'air et les nuisances sonores. Et bien par rapport à cet indice, à ce déterminant de la santé, qui est d'ailleurs un double déterminant, vous avez trois niveaux, trois échelles, trois catégories plutôt, favorables. Donc là, c'est les zones en mauve très pâle, où on est donc du coup dans des zones qui sont peu exposées à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores. Donc on est dans des secteurs peu ou très peu altérés. Ensuite, vous avez des secteurs plutôt en situation moyenne, où là, on est, donc ça s'appelle secteur altéré, d'une manière plus précise, pour les questions d'air et de bruit. Et enfin, vous êtes dans des secteurs, pour la classe qui se situe en Bordeaux, défavorables. Donc là, on est en secteur dégradé ou hautement dégradé. Donc voilà, la légende, elle se trouve ici. En bas à gauche, vous pouvez cliquer sur une notice d'utilisation très détaillée qui vous donnera beaucoup de renseignements à la fois sur le choix des déterminants de la santé qui ont été choisis, sur comment sont calculés les indicateurs synthétiques de croisement de ces déterminants, et aussi sur l'impact réel de chacun des déterminants sur la santé. Et enfin, bien sûr, sur comment on peut envisager tel ou tel type d'intervention selon les catégories dans lesquelles on se trouve. Voilà, et vous avez enfin tout en haut à droite, ça peut vous intéresser, des géosignés, c'est-à-dire en fait des fenêtres qui vous sont préparées pour aller sur tel ou tel type de territoire. Donc là, par exemple, vous pouvez aller, par exemple, dans la plaine du Forêt. Voilà. Et donc là, vous allez directement, l'outil qui va s'afficher sur ce secteur-là. Alors, je vais vous présenter rapidement les différents indices et déterminants qui sont disponibles dans cet outil. Donc, tout d'abord, la pollution de l'air. Vous l'avez vu, on l'a déjà présenté. Donc là, voilà, l'outil met un petit peu de temps à s'intégrer. Ce qu'il faut retenir de cet indicateur, c'est un indicateur qu'on a recueilli à travers les données ORAN. Alors, ORAN, c'est un observatoire régional harmonisé en Auvergne-Rhône-Alpes des nuisances environnementales qui a été développé grâce aussi au plan régional de santé-environnement. Et c'est un observatoire ORAN qui permet de qualifier des secteurs plus ou moins exposés
cette double coexposition air et bruit. Alors, l'outil met toujours un petit peu de temps à s'afficher. Bon, je pense que vous avez par contre en souvenir assez précis les trois classes, hein, favorables, moyens et défavorables pour la santé. Et donc, c'est plutôt les zones situées près des grandes infrastructures routières qui sont impactées par ces questions-là, mais aussi, bien sûr, dans cet exemple, hein, les zones qui sont situées à côté de l'aéroport d'Andrézieux. Et puis aussi, parfois, il peut y avoir des pollutions liées, bien sûr, au chauffage, hein, l'hiver, ou encore à de la pollution éventuellement industrielle. Alors, je vais essayer du coup d'afficher un autre déterminant, en espérant que ce sera moins compliqué de le faire apparaître à l'écran. Sinon, vous serez obligé d'y aller vous-même sur votre écran. Un petit peu capricieux. Écoutez, je vais vous dire les éléments et puis pour qu'au moins vous ayez les grandes informations. Donc là, le deuxième élément, donc c'est un petit peu à l'image, hein, de ce qu'a montré Maude à l'échelle du projet urbain du RALEX. Donc là, au niveau des îlots de chaleur, on a mis en fait comme déterminant de santé les températures de surface, parce que c'est un déterminant qui est très précis, qui nous permet donc à travers les images satellitaires Landsat d'avoir à une échelle très très fine les températures mesurées au niveau de la surface, au niveau du sol. Et donc là, on a créé trois catégories. Donc bien sûr, on a pris une image en période de canicule, hein, et donc on a des surfaces, des parcelles en fait qui sont en dessous de 27 degrés en cette période de canicule en journée. Donc là, du coup, on est plutôt dans une situation favorable par rapport à une surchauffe possible, puisque du coup, la chaleur reste relativement contenue, hein, même si ce n'est pas toujours un état de parfait confort, on entend bien. On a ensuite des zones où la température monte entre 27 et 32 degrés, et puis on a enfin des zones défavorables, on est au-dessus de 32 degrés, donc en situation de très forte chaleur pour les habitants et les personnes qui viendraient travailler dans ces secteurs. Alors, vous avez ensuite les questions de revenus. Donc là aussi, il est possible d'avoir une donnée très fine grâce au carroyage de l'INSEE et à la base philosophie, donc qui sont en fait les fichiers des impôts, qui nous donnent des données assez fines sur les revenus des ménages. Pourquoi cette donnée est importante? Parce que, Maud l'a dit tout à l'heure, hein, les personnes qui ont des très faibles revenus et qui sont dans une situation de précarité sont très vulnérables d'un point de vue de la santé, pour tout un tas de raisons qui sont bien au-delà de leurs habitudes de vie, hein, mais aussi du stress généré par l'instabilité financière, des difficultés d'accéder à une alimentation saine ou à des activités sportives ou à du loisir, et puis aussi une plus grande difficulté à accéder à un habitat sain, confortable, lumineux et à la nature, soit au sein de l'habitat, soit à proximité. Il y a aussi les questions, bien sûr, de précarité énergétique auprès desquelles l'agence est très investie. Donc là, vous avez à nouveau trois classes, hein, de revenus, des zones qui sont situées au-dessus de 23 400 € brut annuels. Donc en fait, ça, c'est le revenu moyen dans le Sud-Loire. Donc c'est pas, là, on ne parle pas forcément de gens très aisés, mais on parle de gens qui peut-être ont moins de problèmes financiers, même si ça peut arriver bien sûr, quand on est au-dessus de cette moyenne Sud-Loire. Voilà, donc le revenu deviendrait moins pénalisant, sans autant qu'il ne soit pas du tout un problème. Ensuite, on a une catégorie plutôt moyenne, où là, on commence à avoir des classes moyennes assez modestes, voire des populations en difficulté financière, donc entre 17 000 et 23 000 €. Et puis enfin, on a une classe défavorable, où là, on est à moins de 17 000 € annuels bruts, voire beaucoup moins selon les catégories visées. Donc, on a ensuite l'indice de l'habitat potentiellement dégradé. Donc ça, c'est la base de données sur laquelle on prend appui, c'est les fichiers fonciers 2021. Et donc là, on va être soit dans des secteurs, dans des parcelles où on a plus de 10% des logements qui sont potentiellement dégradés. On a des secteurs plus moyens. Voilà, ça y est, l'outil s'affiche enfin. Donc là, on est dans une zone où on est à moins de 10%, donc on a quelques logements potentiellement dégradés, mais moins. Et puis, on est après dans des zones favorables où il n'y a aucun logement potentiellement dégradé. Donc là, vous voyez par exemple sur la carte, hein, que dans les zones grises, hein, donc c'est qu'il n'y a pas de logement potentiellement dégradé.
Ensuite, vous avez des zones bleutées où là, on est en situation moyenne. Et enfin, en bleu foncé, on est dans des situations défavorables. Voilà, j'arrive à mon 5e et dernier déterminant, qui est l'accès aux équipements de la vie courante. Donc ça, c'est des éléments tout aussi importants, comme l'a expliqué Maud, hein, puisque ça conditionne beaucoup les mobilités actives et notamment la marche à pied au quotidien. Si on a des services de la vie courante, hein, donc de la vie quotidienne, comme un coiffeur, une boulangerie, une banque, une école, un médecin généraliste, une pharmacie, etc., on va plus facilement se déplacer à pied, et d'autant plus si c'est à proximité immédiate, donc notamment à moins de 5 minutes à pied. Donc là, voilà, vous avez différentes catégories, où au moins une dizaine de ces équipements de la vie courante, donc ça qu'on a repéré hein, grâce à la base permanente des équipements de l'INSEE, sont accessibles à moins de 5 minutes à pied. Donc là, vous voyez tous les cœurs de ville, mais aussi de bourg, hein, bien sûr. Vous voyez par exemple là le cœur de Vauchette, de Vauche, etc., de Saint-Galmier, de Crintillieu également, bien que ce soit plus limité. Sur cette commune, vous avez aussi le cœur de Bonson, de Sury, etc. Donc, c'est dans ces cœurs de village, dans ces cœurs de bourg, ces centres-villes, cœurs de ville même, on a un accès à pied à l'ensemble de ces équipements et il nous paraît que c'est un élément favorable pour la santé liée aux mobilités actives, même si ce n'est pas le seul, puisque Maud l'a bien expliqué, il y a aussi toute la qualité des espaces publics et des espaces de voirie au service de ces mobilités actives qui est en jeu également, bien sûr. Voilà, dernière chose, c'est qu'on a calculé, pour avoir une vision plus globale de ces éléments, des indices synthétiques, donc des indices qui mixent l'ensemble de ces éléments. Donc, il y en a deux. Il y a l'indice qu'on a appelé l'indice brut, qui montre un impact global sur la santé, qui est tout simplement, en fait, l'ensemble de ces déterminants de la santé additionnés, avec, comme le premier déterminant concerne deux choses, donc lui, on l'a multiplié par 2, mais sinon les autres sont tout simplement additionnés et divisés par 5 pour avoir une vision globale de tous ces indicateurs sur la santé. Donc là, vous voyez en fait 3 catégories, donc des secteurs plutôt défavorables, donc là où on va cumuler une forte coexposition air-bruit, beaucoup de chaleur en période estivale, peut-être des populations qui sont plus modestes, des logements parfois aussi un peu plus dégradés, et puis une faible accessibilité à pied aux équipements de la vie courante. Après, ce n'est pas toujours ces 5 éléments qui sont au maximum défavorables hein, pour cette catégorie-là. Ça peut être 3 très défavorables et puis 2 plus moyens, par exemple, hein, bien sûr. Et puis, à l'inverse, vous allez avoir des secteurs plus favorables qui permettent globalement de meilleures conditions pour la santé. On a un autre indicateur qu'on trouve aussi intéressant. C'est un indicateur uniquement environnemental, un indice environnemental d'impact global sur la santé. Et lui, il prend en compte uniquement la coexposition à l'air bruit, les températures de surface et l'accès aux équipements de la vie courante. Donc, tout ce qui est état du logement ou également population, donc niveau de revenu des populations, n'est pas pris en compte, en pensant que c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut agir de manière plus fine, donc plus à l'échelle du logement. Voilà, donc là, vous avez une autre cartographie qui apparaît. Voilà pour cet outil. J'en ai fini avec cet outil. Je vais vous remettre la présentation. Et maintenant, nous allons prendre vos questions. Vous avez toujours le partage, je vois, qui n'est pas celui que je souhaite avoir, puisque du coup, on va se remettre sur la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat, puisque nous allons les prendre et tenter d'y répondre. Peut-être avant qu'il y ait des questions, mais je voulais juste souligner quelque chose en fait. C'est que grâce au webinaire, on voulait un petit peu répondre à une question, c'est comment, et que vous devez certainement vous poser, comment on se saisit de tous ces sujets en fait. C'était un peu le sens de cette présentation, avec différentes entrées, vous l'aurez compris, les documents, les politiques publiques avec le PPAGOS qui était bien expliqué, notamment le cas du RADEX à Rive-de-Gier, du IPDM, donc ça c'est pour l'action publique, donc ça illustre un petit peu concrètement comment le partenariat peut vous accompagner sur ces questions. Le guide, on l'appelle guide, qui a été notamment piloté par l'ARS, notamment dans le cadre du partenariat Urba 4, et cet outil
qui est certainement un outil à la fois de compréhension de ce qui se passe sur les territoires et un outil d'aide à la décision, parce que l'objectif, c'est effectivement que vous puissiez vous en saisir, saisir ces problématiques-là. Et ça peut être aussi un moyen vis-à-vis des élus, je ne sais pas s'il y en a qui sont présents aujourd'hui, mais de faire passer ce type de message, de sensibiliser également. Donc, il y a ces deux volets, compréhension, aide à la décision. Et peut-être pour finir, avant que les questions nous inondent, mais la chose, c'est vraiment de se dire, bah, c'est grâce au partenariat finalement qu'on arrive à avoir ces outils-là, qu'on peut continuer à vous accompagner sur ces missions. Et les programmes partenariats sont encore en cours de construction. Donc voilà, ça peut être des sujets, si ça suscite votre intérêt, qui peut continuer à être développé. Et j'ai la conviction que c'est important de continuer à développer ce type d'outils et de démarches. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont tombées dans l'intervalle. Alors, ça y est, on a une question qui nous arrive et très, très intéressante, hein. Donc, je rappelle, hein, les questions, c'est par le chat, hein, que vous pouvez les poser. C'est est-ce qu'on a une approche différente sur des territoires en milieu rural? Alors, bon, moi, je peux peut-être dire un petit mot, et puis peut-être Benoît ou Aude pour compléter. Globalement, la méthodologie, je dirais, elle n'est pas forcément différente. Puisque en milieu rural, il y a aussi des projets opérationnels avec des questions, hein, de santé qui parfois peuvent être communes, parfois peuvent être quand même différentes par rapport aux habitants. Donc peut-être parfois on va avoir des problématiques, par exemple, de coexposition air-bruit qui vont être plus limitées, même si elles existent quand même, hein, puisque des RD qui vont traverser des centres-bourgs, il y a parfois une forte réverbération et une pollution qui peut être présente également. Mais il peut y avoir d'autres problématiques de santé, hein, par exemple l'accès aux services, la question du logement dégradé, la question de l'accès à la nature, peut-être non pas pour ceux qui sont en dehors du bourg, mais peut-être au sein du centre-bourg, par exemple. Donc il y a vraiment des choses communes, hein, dans ces projets urbains ou documents de planification à l'échelle rurale. Mais par contre, il y a peut-être aussi une facilité, une possibilité de travailler localement avec la population, avec les élus, qui est d'autant plus forte quand on est sur des tout petits territoires ou à une échelle fine, en milieu urbain de quartier. Ça serait peut-être Benoît de compléter sur ces approches en milieu rural. Oh, c'était très clair, enfin, très complète, mais c'est vrai que la vocation de ce type d'outils ou nos approches, c'est effectivement de s'adapter aux réalités vécues sur le territoire. Donc, tu l'as très bien précisé, tu es allé dans ce détail, mais voilà, il n'y a pas d'opposition entre urbain et rural sur ces données-là, sur cette approche-là. Merci. Donc, il y a une autre question sur la question de la pollution lumineuse, à savoir pourquoi elle n'est pas prise en compte alors que c'est une vraie problématique de santé. Alors, peut-être sur cette question-là, est-ce que c'est des questions, il y a à peine 2 jours, on a fait un atelier justement sur le site de Duralex avec un certain nombre d'acteurs du territoire, sur lequel cette préoccupation de la question de la pollution lumineuse a été soulevée, parce que c'est des vrais impacts sur la santé et il peut y avoir des difficultés pour certains habitants d'intervention sur des questions de volets qui ne sont pas possibles quand ils sont locataires. Donc, c'est des vraies préoccupations. Alors, c'est vrai que dans les méthodes qu'on a proposées, il y a un certain nombre d'approches quantitatives qu'on peut mettre sur la table et partager avec les acteurs, mais elle ne peut pas se défaire d'une approche plus qualitative. Je vous ai évoqué la question de nuisances sonores sur lesquelles on peut mesurer, modéliser les questions de bruit, mais c'est aussi très important d'avoir une approche qualitative. C'est vrai que sur ces questions, notamment de pollution lumineuse, c'est des choses qui nous remontent plutôt par les volets qualitatifs aujourd'hui, et c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes à aborder. Et donc, on aborde peut-être dans une seconde phase d'appréhension de ces préoccupations de santé. Peut-être aussi pour aller dans le sens de ce que dit Maude, ce qu'on remarque en fait, c'est que la prise en compte de la santé, à la fois c'est très riche, c'est très motivant, et c'est aussi assez complexe parce que la santé finalement c'est un champ très transversal. Et puis ça engage aussi parfois des mesures, voilà, pour mesurer des impacts, hein, des impacts positifs ou négatifs d'un projet ou d'une situation urbaine, c'est assez complexe. Et du coup, on sent qu'on a besoin d'une pluralité en fait d'outils et de méthodes. Donc là, aujourd'hui, on vous a présenté les outils pédagogiques qu'on a pu mettre en place avec ces fiches, avec ces vidéos. On vous a présenté aussi un outil très quantitatif et spatial comme l'outil de visualisation des déterminants de la santé, la e-santé urbain. Mais les approches qualitatives, comme disent Maud, sont très importantes, et aussi
des approches où finalement différents acteurs d'un territoire vont venir sur le terrain pour constater eux-mêmes en fait quelles sont les conditions de vie pour les habitants, les travailleurs, les usagers d'un quartier, d'un territoire. Et donc c'est vrai qu'il y a 2 jours à Rive de Gier, voilà, d'avoir un atelier sur le terrain avec des visites du terrain d'un secteur qui était exposé à l'air, au bruit, d'une friche qui est en train d'être réhabilitée, avec une rivière qui va retrouver son cours, avec un parc qui se dessine, avec un quartier d'habitat, voilà, avec des faubourgs aussi. Tout aller sur le terrain avec des élus, des techniciens, même des chercheurs et différents partenaires, c'est vraiment très riche et il nous semble que c'est aussi dans ces moments-là que les projets commencent à se dessiner et que des orientations en faveur de la santé peuvent être prises. Voilà, on est toujours à l'écoute hein, si vous avez une question supplémentaire, bien sûr. Alors peut-être juste sur une précision des travaux qui sont menés dans le cadre du PPA GO sur la métropole de Saint-Étienne. On vous a présenté les aspects sur le site de Duralex. Aujourd'hui, on a fait une expérimentation sur le secteur de Croix-Bleu au Chambon-Fellerolle, donc sur le secteur de Rive de Gier qu'on vous a présenté, sur 6 situations de bâtiments aussi pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ces expressions de santé. Aujourd'hui, on essaye de systématiser un petit peu plus ces approches dans le cadre de cette politique-là, avec une réflexion sur le Sardon qui est en cours, donc sur l'échangeur du Sardon qui est situé aussi sur la commune de Rive de Gier, à l'interface entre Génilac et Grand-Croix. Également sur le secteur de Béraudière, il y aura des travaux sur ces questions-là qui vont être menés cette année et certainement sur la commune de Grand-Croix autour des travaux sur la question de l'accessibilité ferrée. C'est aussi des travaux qui vont être mobilisés. Donc c'est un petit peu aussi l'optique d'essayer de faire un développement méthodologique qui est aujourd'hui abouti pour essayer de systématiser un peu plus ces questions dans les approches urbaines qui sont en cours sur ce secteur. Peut-être aussi dire à une autre échelle que donc il y a pu avoir, grâce au soutien notamment de l'ARS, une approche santé dans le cadre de l'élaboration de la révision du SCOT Sud-Loire. Et aujourd'hui, il y a différents documents de planification qui sont en cours hein, au niveau de la Loire, donc les PLUI hein, de Loire-Forêt et de Saint-Étienne Métropole, bon, sachant qu'il y a aussi le PLUI de la Coplère, mais qui est approuvé. Il y a aussi des SCOT, un autre SCOT qui est en lancement, hein, qui est le SCOT du Rouennais. Et donc, bien sûr, l'agence d'urbanisme, mais aussi ses partenaires hein, peuvent intégrer des approches favorables à la santé dans le cadre de ces documents, qui sont des documents très longs, qui se déploient sur plusieurs années. Donc, c'est finalement à toutes les étapes que c'est important d'avoir cette préoccupation des impacts sur la santé de ces documents. Une question peut-être, puisque ça répond un petit peu à ce que tu disais, Maud. Est-ce qu'il y a des présentations spécifiques aux élus, une réaction par rapport à ce type de démarche? Alors, on peut avoir peut-être une réaction double. Donc, effectivement, c'est des travaux qui sont présentés auprès des élus. Hein. Donc, si je prends l'exemple des travaux sur le site de Duralex, ça a été présenté à l'équipe municipale. Aujourd'hui, on a des bons retours sur ces questions-là parce que c'est vrai que c'est des outils qui permettent aussi de replacer un peu l'habitant au centre des préoccupations de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et puis, c'est aussi une façon de mettre un peu dans un grand tout un certain nombre de préoccupations de ces communes. Je pense notamment à Rive de Gier, la préoccupation air-bruit liée à l'autoroute, qui est quand même une vraie verrue, des enjeux très forts et très structurants sur ce territoire. Et puis aussi toutes les problématiques qui sont en train de mener sur l'amélioration de la piétonisation du centre-ville, l'amélioration de certains parcs. Donc c'est vrai que ça permet aussi de mettre un peu en perspective à la fois des préoccupations de santé très fortes et très prégnantes sur les territoires, et puis aussi je dirais un peu le quotidien de la municipalité, lui donner aussi du sens à l'échelle de leur projet politique. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un écho, une bonne écoute, un bon écho de la part des élus du territoire sur ces questions.
Oui, tout à fait. Si vous voulez aussi avoir un petit peu des points de vue d'élus, n'hésitez pas là dans les vidéos qui sont mises en ligne sur notre site internet, donc dans le cadre de l'ensemble des outils pédagogiques. Il y a des témoignages d'élus de secteur rural, mais aussi de métropole, qui disent enfin voilà, quel sens ils donnent à ces approches de la santé, et puis comment leur action publique a été infléchie dans le cadre de ces démarches. Je pense qu'on peut conclure. Je pense qu'on vous a mis en appétit dans tous les sens du terme à travers cette présentation. Donc, vous l'aurez compris, on également se tient à votre disposition dans le cadre du programme partenarial pour échanger sur tous ces sujets, peut-être des sujets à maintenir sur les années suivantes, et je suis persuadé de l'intérêt de ces démarches-là. Donc, écoutez, au plaisir. Merci à vous tous de cette participation. Merci aux équipes et en particulier à Claire-Marie et à Maud d'avoir assuré ce séminaire à un certain nombre de personnes de l'autre côté de l'écran. Et puis au plaisir d'échanger sur ces sujets. On vous met en dernière, voilà, toujours en mise en appétit, un petit peu quelques événements ou quelques réunions un peu spécifiques auxquelles l'agence d'urbanisme participe. Vous les avez sur les yeux, donc dans le cadre du SWOT Rouennais d'une part, et d'autre part sur un think tank de Vinci, sur la fabrique de la cité, la rencontre des villes moyennes, 5 et 6 juillet. À venir. Voilà, donc on s'y rencontrera peut-être également. Donc merci à toutes et à tous d'y avoir participé et au plaisir d'échanger sur ces sujets. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.